Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose de commencer ce troisième cours qui va nous faire changer un peu de style par rapport au dernier cours, ceux qui étaient là, où il y avait pas mal de physique. Là, aujourd'hui, on va entrer dans un cycle de 3 cours qui vont nous faire aborder le problème de la croissance d'un point de vue un tout petit peu différent. J'en profite pour aussi saluer ceux qui suivront ce cours en ligne. Comme vous le savez, les cours sont disponibles en ligne. Le PDF des diapositives est aussi disponible. Et je précise aussi une chose, c'est que les diapositives sont réutilisables pour les gens qui sont enseignants. Et je pense que c'est important de savoir que le travail que je fais est mis à disposition pour chacun pour travailler, approfondir le sujet. Les références sont indiquées. Et également pour les enseignants, pour s'en servir comme point de départ pour leur propre cours. C'est free of use. Voilà. Bon, voilà. Donc, ici, je prends comme point de départ ce qui était la conclusion du premier cours, qui montrait un peu le paysage et la complexité du problème de la croissance, qui est un problème multi-échelle. On voit en haut donc la problématique de la croissance à l'échelle cellulaire, qui sera plutôt le sujet de l'année prochaine, mais disons qu'on avait rappelé le problème du métabolisme, de conversion énergétique à l'intérieur de la cellule à partir d'un apport, évidemment, et de la croissance en masse et en volume qui est couplée ou non directement à la division cellulaire. Donc cette unité de base, au centre de la croissance à l'échelle des organes et de l'organisme, voit illustrer ici 3 dimensions, l'apport énergétique qu'on peut appeler le moteur de la croissance, et puis un certain nombre de contraintes, les contraintes liées à la croissance cellulaire proprement dite, vues dans le premier cours, les croissances liées à la conversion énergétique, plutôt à l'apport de l'énergie, à sa distribution à l'intérieur de l'organisme, qui était l'objet du dernier cours, dans lequel on avait vu que ces propres contraintes induisaient en fait les choses aussi simples, l'arrêt de la croissance dans un organisme et une courbe de croissance universelle. Et donc maintenant, on va commencer à aborder quelque chose d'essentiel, qui est les éléments régulateurs de la croissance, qui sont les éléments régulateurs de la croissance, qui vont nous occuper pendant les 4 derniers cours, à vrai dire, parce que c'est un problème assez complexe à plusieurs échelles. Et aujourd'hui, il va s'agir d'introduire l'idée, donc je vous annonce la conclusion en introduction, que la croissance est régulée au niveau de chaque organe. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mesure de la croissance au niveau de chaque organe. On ne va pas définir aujourd'hui comment, ce que j'appelle le size meter en anglais, quelque chose qui mesure une longueur ou un volume, une masse dans l'organe. On ne va pas voir comment ceci est fait, mais en tout cas, on va arriver à l'idée que quelque chose comme cela existe. Je rappelle aussi en introduction, pour être sûr que nous sommes sur la même page, des propriétés essentielles liées à l'énergétique de la croissance. J'avais proposé une définition un peu concise, et pas forcément très claire, mais en tout cas, à mon avis, vrai, à un certain degré de la vie, comme un processus d'organisation de la matière qui est mise hors l'équilibre, localement et de façon persistante, grâce à des mécanismes de conversion énergétique low liés aux propriétés des molécules. Et ces propriétés, on va dire de la matière vivante, sont organisées à l'échelle de la cellule et dans l'organisme et induisent en fait une demande énergétique à un taux extrêmement élevé. J'avais donné le chiffre de l'ordre de 3,10 puissance 7 molécules d'ATP par cellule par seconde en moyenne pour simplement maintenir en vie la matière vivante dans une cellule. Et donc, quand il s'agit de maintenir en vie un organisme, et pas simplement de le faire croître, il s'agit au minimum d'apporter de façon démocratique l'énergie apportée par l'alimentation à toutes ces cellules pour assurer simplement leur survie. Et que donc, assurer la survie de plusieurs dizaines de milliers, de milliards de cellules est un enjeu majeur. Et on avait vu la semaine dernière comment cette question majeure d'égalité par rapport à l'apport énergétique est résolue par des contraintes associées et des modes de régulation d'apport de l'énergie à travers le système vasculaire. Et donc, ceci avait souligné l'importance de voir la croissance déjà comme un problème quantitatif de puissance métabolique, c'est-à-dire de quantité d'énergie apportée ou consommée par unité de temps. Donc l'organisme humain, c'est 100 watts.
On peut convertir ça à l'échelle de la cellule suivant les organismes. Pour un organisme, 10 puissance 13 cellules en gros chez l'être humain. Donc on a une idée après quantitative de cette puissance métabolique au niveau cellulaire. Et voici donc le résumé des notions principales vues la dernière fois. Donc les animaux et les plantes sont organisés à des échelles massivement différentes. J'avais donné l'ordre de grandeur de 10 puissance 20 à 10 puissance 21 pour les plus gros organismes. Que ces organismes présentent aussi des lois allométriques, c'est-à-dire de croissance relative entre différentes parties de l'organisme. Et en particulier, on peut voir que ces allométries dont on avait vu l'historique reflètent des contraintes de nature interne et externe. Comme contraintes, j'avais souligné d'abord les contraintes mécaniques. Par exemple, j'avais souligné l'importance, semble-t-il, dans un certain nombre de cas, de similitudes élastiques comme principe expliquant certaines allométries, et donc un départ par rapport aux relations de similitudes géométriques ou d'isométrie. Et le deuxième point était que l'apport énergétique à toutes les cellules dans l'organisme était à l'origine d'une loi d'allométrie qui est la loi de Kleiber, avec un exposant 3/4 dans cette loi de puissance. Et j'avais développé dans quelques détails, parce que j'avais trouvé la théorie particulièrement élégante et puissante, la théorie dite de West, Brown et Quist, en fait, qui explique l'ubiquité des coefficients de loi de puissance multiples d'un quart, et en particulier la loi de Kleiber, qui relie la puissance métabolique d'un organisme à sa masse avec un exposant 3/4. Et la propriété principale de cette théorie est qu'elle repose sur une organisation d'un réseau branché hiérarchique autosimilaire, avec comme contrainte l'invariance des terminaisons, qui est liée en fait à la taille des cellules, à la diffusion de l'oxygène dans un tissu, pour apporter l'énergie à chaque cellule, ainsi que la minimisation de l'énergie dissipée dans ce système, dans un système pulsatile ou laminaire, suivant qu'on est chez les animaux, les plantes ou les insectes, ou même dans le réseau capillaire où il n'y a plus de pulsatilité du réseau. Voilà. Et on avait vu en fait, donc cette théorie expliquait comment on pouvait dériver simplement l'exposant comme étant de valeur 3/4. Par ailleurs, on avait vu des conséquences non triviales de cette théorie, qui étaient d'abord l'existence d'une loi de croissance universelle, qui permettait de dériver même la masse asymptotique d'un organisme, quel que soit l'organisme, et en redimensionnalisant le temps et la masse, on avait donc cette loi universelle. La deuxième conséquence non triviale, c'est qu'on pouvait aussi, en prenant en compte le facteur de Boltzmann dans les réactions chimiques, définir un temps universel ou des taux de réaction chimique universels avec une horloge elle-même relative qui en fait est ajustée pour la masse, qui est une contrainte interne via la loi de Kleiber, et la température, donc comme contrainte externe, et qui permet par exemple de dériver que chez un organisme plus gros, l'horloge bat plus lentement, et qui, en passant, explique des choses comme la longévité accrue chez les organismes plus élevés. Et que, par exemple, le nombre de battements dans une vie chez une souris et une baleine est la même chose, mais évidemment, la fréquence cardiaque est beaucoup plus importante chez la souris. Voilà. Donc on avait vu tout ça, et j'avais montré la cohérence de cette théorie, et j'avais d'ailleurs montré certaines études, par exemple, chez Le Planaire, qui montraient qu'elle n'était pas aussi universelle qu'elle prétendait l'être. C'était plus pour la complétude de cette histoire, parce que les planaires suivent la loi de Kleiber, en même temps qu'au niveau cellulaire, il y a une déviation majeure par rapport aux attendus de la loi de Kleiber. Je vous renvoie donc au cours dernier pour voir tous les détails, ceux et celles d'entre vous qui n'étaient pas là. Mais je pense que la puissance de cette théorie, son pouvoir explicatif extrêmement large, méritait qu'on s'y attarde et qu'elle reste dans l'arrière-fond de nos réflexions à tout moment dans ces cours, ceux qui suivront. Et je pense qu'on peut la considérer comme un modèle à l'ordre zéro de toute théorie qui sera affinée en modifiant certains paramètres, etc. Mais je pense qu'elle définit vraiment une base théorique essentielle pour la compréhension de la croissance d'un organisme. Et je pense qu'il est assez rare de voir en biologie des théories qui, en fait, s'appliquent à des organismes de taille extrêmement différentes, plantes et animaux, et qui, de surcroît, fait des prédictions non triviales vérifiées par les expériences. Le cours dernier avait pris le temps de montrer un certain nombre de telles prédictions et validations expérimentales. Voilà pour le résumé de la dernière fois. Et voilà, ces deux belles équations, la loi de Kleiber, la théorie de Enquist explique ce coefficient, et ce temps d'une horloge relative, prenant en compte le facteur de masse et le scaling par rapport aussi à la température.
Alors bien sûr, c'est très beau, mais c'est incomplet. Donc il va nous falloir continuer à étudier la croissance. Et en particulier la question de la croissance des organes, parce qu'aussi bien la loi de Kleiber et la théorie de West, Brown et Enquist expliquent la masse asymptotique d'un organisme, elle n'explique pas les proportions internes d'un organisme. J'avais montré en passant dans l'historique de la loi de l'allométrie le fait que certains animaux ont des croissances relatives très différentes. Vous voyez par exemple cette structure qui croît beaucoup plus vite. Dans un organisme, il y a des organes qui croissent à un taux différent les uns des autres. Donc il y a bien des propriétés locales en tout cas à l'échelle de l'organe, qui ne sont pas explicables simplement par la loi de Kleiber. Et une autre propriété, c'est que si on regarde l'être humain, mais à vrai dire la majorité des organismes, il y a une symétrie qui indique donc que la croissance doit être suivie, contrôlée de façon bilatérale pour assurer cette symétrie. Pensez aux millions, milliards d'opérations de division cellulaire, enfin, il n'y a pas 1 milliard de divisions cellulaires, hein, mais disons qu'à la multiplicité des phénomènes de croissance cellulaire, de division cellulaire, d'organisation dans l'espace qui sont responsables de la symétrie des structures des organes et du visage en particulier, qui montre que la croissance est un processus extrêmement suivi. Et on va donc s'intéresser à cette question, comment les proportions sont assurées, comment la symétrie est assurée. Et quand il y a une dissymétrie majeure, comme dans ces organismes dont j'avais parlé, où il y a une asymétrie régulée, comment est-elle assurée? Voilà qui va nous occuper pour les cours suivants. Et donc, on va aborder ces questions de régulation. Mais avant de rentrer dans le détail, il est important de tester une idée que, finalement, est-ce que la croissance d'un organe est régulée par des choses comme la croissance des cellules, le nombre de cellules, la fréquence des divisions cellulaires, donc un phénomène contrôlé par le processus de division et de croissance cellulaire, ou est-il contrôlé au contraire par le stade final, c'est-à-dire une certaine taille maximale de l'organe? Est-elle contrôlée par le processus ou est-elle contrôlée par son point final? Et comment ce point final est-il représenté, entre guillemets, à l'intérieur de l'organisme? Question très simple qui appelle des réponses complexes, comme on va le voir. Alors, afin de planter le décor et de nous aider un peu à réfléchir à cette question, on peut commencer par, finalement, une considération, deux considérations. On voit bien que la croissance peut être régulée de deux manières différentes. L'une par un taux de croissance, un taux de division cellulaire ou de croissance cellulaire, qui donnera naissance donc à des courbes différentes au cours du temps. Et ce qui déterminera donc la taille de l'organisme va être la conjonction d'un certain taux de croissance et d'un arrêt de la croissance. Donc là, on voit au moins deux variables qui devraient être régulées indépendamment ou conjointement pour arriver à une taille donnée de l'organisme. On peut également imaginer que faire varier la taille d'un organisme ou d'un organe se fera par l'intermédiaire non pas de la régulation du taux de croissance, mais simplement d'un temps d'arrêt en fonction d'un paramètre interne à l'organe qui mesurerait sa taille. Donc finalement, la question simple qui va nous intéresser est de savoir qu'est-ce qui est mesuré? Y a-t-il une propriété, une grandeur mesurée à l'échelle de l'organe? Quelle est-elle? Et quel est cet appareil de mesure? Alors, chez les plantes et les animaux, le processus de croissance cellulaire et de division cellulaire, donc ce sont deux éléments essentiels du processus de croissance tissulaire. Et il y a en gros deux cas, un cas fréquent dans lequel la croissance est dite balance growth, je ne sais pas comment traduire, mais en tout cas les deux processus sont coordonnés, de sorte que la cellule doit doubler son volume avant de se diviser pour donner naissance à deux cellules filles qui ont le même volume que la cellule mère, etc. Et dans cette situation-là, la taille des cellules ne varie pas au cours du temps. Mais il y a des cas également où les deux processus ne sont pas couplés de cette façon, de sorte que les cellules filles sont plus petites que les cellules mères, et on peut donc avoir à ce moment-là une croissance qui n'est pas cellulaire, qui n'est pas coordonnée à la division cellulaire, et donc on a des variations dans le volume des cellules. Et donc, il est important d'avoir à l'esprit ces deux réalités-là, et on va donc poser la question, ou plutôt proposer l'hypothèse, est-ce que un modèle, on va dire, cellulaire de la croissance, dans lequel ce qui serait compté, ce serait par exemple
la taille des cellules, le nombre de cellules, le nombre de divisions cellulaires. On va ainsi mesurer un processus local et une longueur locale où on va compter les processus. Alors, on va tester ces hypothèses et en fait montrer qu'aussi bien chez les plantes que chez les animaux, ça ne se passe pas comme ça. Et on voit bien que cette hypothèse fait une prédiction qui est que si on modifiait le pattern de division cellulaire ou de croissance cellulaire, on affecterait la taille de l'organe ou de l'organisme. Alors commençons par les plantes. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont des biologistes des plantes, mais les plantes sont l'essentiel de la biomasse sur Terre, mais vraiment l'essentiel. Donc c'est important d'en parler aussi. Donc dans le développement des plantes, on voit, alors ici vous avez en haut à gauche chez Arabidopsis l'embryogenèse précoce, vous représentez par un code de couleur les différentes divisions cellulaires, les différentes parties de l'organe, la radicelle, et les différentes structures de la structure primordiale. On peut voir ici que les cellules augmentent en nombre, que leur volume également varie. On a à droite ici une racine en section. On peut voir ici, dans cette partie qu'on appelle le méristème, dans laquelle une zone de cellules souches, si l'on veut, il y a des cellules petites, il y a une production importante de cellules par division cellulaire, et ensuite une phase d'expansion majeure que l'on peut voir ici. Et dans ce film d'une croissance latérale d'une radicelle, donc qui pousse sur les parties latérales de cette racine, on peut voir même le processus en temps réel, où on voit des divisions cellulaires suivies par une phase d'expansion qui va donner naissance à la déformation, à la croissance du tissu, donc ce petit bourgeon d'une racine. Donc les processus de croissance et de division cellulaire se produisent, et ils sont découplés en fait dans le temps chez les plantes. On le voit ici dans cette représentation synthétique de la croissance d'une feuille chez Arabidopsis, dans laquelle on peut voir que donc, vous avez ici la représentation des petites feuilles qui grandissent, et il y a une phase première de prolifération cellulaire représentée par ici les cellules en vert qui se divisent, suivie par une phase représentée en jaune d'expansion cellulaire de croissance. Et on voit qu'à la fin de la croissance de la plante, il y a en gros plus de division cellulaire, mais simplement croissance cellulaire. Alors, on avait parlé de croissance cellulaire dans le premier cours, en montrant combien il se produisait par polyploïdisation des cellules, qui permettait de contourner la contrainte majeure du doublement de transcrit, de puissance de traduction par la synthèse de ribosomes dans une cellule. Donc là, c'est à l'œuvre, effectivement, dans cette phase importante de croissance cellulaire. D'accord ? Je souligne aussi une autre phase de cellules un peu dispersées, qu'on appelle les divisions méristémoïdes, qui donnent naissance, en fait, aux cellules guard cells des stromates qui sont représentées ici en gris. Et donc ces cellules rouges dispersées en fait, jouent un rôle important. Mais disons que retenons ces phases séquentielles, en partie recouvrantes, de prolifération et d'expansion cellulaire. Alors, depuis un certain temps, les gens connaissant la croissance et la division cellulaire chez les plantes ont commencé à faire des expériences où ils ont perturbé la division cellulaire. Par exemple, alors ici on est chez le blé, on peut utiliser des rayons gamma pour bloquer les divisions cellulaires. Alors ceci affecte de façon majeure la croissance des plantes. Regardons ici donc cette plante contrôle à 9 jours et la plante affectée, irradiée par gamma rays, par des rayons gamma. En fait, la plante est effectivement beaucoup plus petite, mais par rapport à l'absence totale de croissance, en fait, elle a connu une croissance majeure. Et c'est donc ceci qui intéresse les auteurs. On peut voir donc une croissance alors, en taille de la structure, une croissance quasi exponentielle jusqu'à un plateau. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant cette phase, alors effectivement, si l'on compare le contrôle et puis le tissu irradié, à 9 jours, on a en gros la même taille qu'à 3 jours chez le contrôle. Et le nombre de... on peut mesurer la quantité de protéines et le poids sec de cet organe, de cette plante. On peut voir qu'il est équivalent à celui d'un organisme contrôle à 3 jours. Donc effectivement, pendant cette phase, il y a une croissance de la masse. Donc la croissance de l'organisme dans ces conditions d'irradiation n'est pas liée simplement à l'import d'eau, à l'ajustement de pression hydrostatique, mais simplement... Mais aussi d'abord par une croissance protéique. Donc ça, c'est assez remarquable. On peut bloquer la division cellulaire, les cellules croissent par synthèse protéique, et de fait, en
bloquant la synthèse protéique ou le métabolisme de différentes façons qui bloquent donc la production d'ATP, comme l'inhibiteur de OXPHOS. À ce moment-là, on bloque complètement le processus. Donc, dans une plante qui a une croissance indéterminée, on a une croissance de la plante possible en dépit du blocage des divisions cellulaires. Alors, dans les organes latéraux qui ont une croissance déterminée, au sens où les feuilles atteignent une taille finie, normalement, on peut faire le même type d'expérience. On va pour cela utiliser un dominant négatif, une forme mutante de CDC2 qui est l'orthologue de CDK1. Alors, on va avoir des gènes de division cellulaire. Je vais essayer de simplifier parce qu'on s'y perd dans toutes ces nomenclatures. Mais ici, on est dans le tabac et on peut voir ici un organisme contrôle des feuilles par rapport à l'organisme dans lequel CDK2, une forme dominante négative, donc mutante et surexprimée, qui bloque les divisions cellulaires, font rentrer les cellules en endocycle, et on voit en fait, des feuilles qui ont une taille à peu près normale, même à un stade plus avancé, quasiment une taille normale. L'organisme est un peu plus petit, mais disons que ce n'est pas majeur. Les fleurs également ont une taille quasi normale. Ce qui est intéressant, c'est quand on compare à l'échelle cellulaire, maintenant la taille des cellules. Vous voyez ici un organisme contrôle, vous pouvez voir ces formes un peu lobulées des pavement cells, comme on les appelle, de la feuille, et on peut voir ici dans l'organisme muté des cellules qui ont une taille beaucoup plus grosse. Donc la croissance de l'organisme dans lequel les divisions cellulaires sont bloquées est compensée par une croissance cellulaire majeure. Une autre façon de faire l'expérience est de bloquer CDK1 par la surexpression de cette protéine, KRP2. On voit dans ce cas-là également aussi une croissance cellulaire qui compense les divisions cellulaires. Et donc, le processus de croissance cellulaire compense l'arrêt de la division cellulaire. Et cela renvoie à une notion très importante connue d'abord chez la levure et que l'on va voir vrai chez les plantes, comme on le voit maintenant, et chez les animaux, qui est la dominance en fait de la croissance cellulaire par rapport aux divisions cellulaires. L'arrêt de la croissance bloque tout, l'arrêt de la division cellulaire n'arrête pas la croissance. Alors, dans ce processus de compensation, comme il est souvent appelé dans la littérature, de compensation de la croissance de l'arrêt des divisions cellulaires par la croissance cellulaire, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc ce phénomène de compensation est unidirectionnel, dans le sens où le bloc, donc l'arrêt des divisions cellulaires, induit la compensation par la croissance cellulaire, mais comme je le disais, en général, l'arrêt de la croissance n'induit pas de modification des divisions cellulaires. Alors, le point aussi remarquable, c'est que l'on peut voir chez les plantes des cas de compensation qui sont autonomes ou non autonomes. Commençons par le cas d'autonomie. On peut donc surexprimer cet inhibiteur de CDK2, KRP. Si on le surexprime, les cellules arrêtent de se diviser, sont plus grosses. On l'a vu dans la diapositive précédente, tout l'organe est affecté. Maintenant, si on fait cette expérience de façon mosaïque, seules certaines cellules dans le tissu ont cet arrêt de division. Seules ces cellules-là vont avoir une augmentation de la croissance. Les cellules contrôle sauvages à côté en vert ne sont pas affectées. Si par contre on fait l'expérience équivalente avec d'autres mutations, comme ce gène AN3, si l'on bloque dans un mutant de ce gène, l'ensemble de l'organe arrête ses divisions cellulaires, les cellules sont plus grosses, cas classique. Et si l'on surexprime AN3, on sauve ce phénotype, les cellules ont une taille maintenant normale. Faisons maintenant l'expérience de façon mosaïque, c'est-à-dire qu'on a une partie des cellules qui est sauvage en vert et une partie des cellules qui sont mutantes pour AN3. Eh bien, les cellules mutantes vont affecter les cellules sauvages à côté, de sorte qu'elles aussi auront une taille de cellules plus grosse que le contrôle. Donc on a un phénomène de compensation qui ici se passe par interaction cellulaire et on n'a aucune idée des mécanismes qui sont mis en jeu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, la ligne, les veines au milieu de la feuille en fait, sont une barrière à ce phénomène de compensation. Gardez ça à l'esprit parce qu'on parlera à la fin du cours du phénomène de compétition cellulaire chez les animaux, qui est un phénomène différent mais de façon très phénoménologique. Différent du point de vue des mécanismes, mais du point de vue phénoménologique, ce phénomène de compensation qu'on va réutiliser rappelle justement le phénomène de compétition cellulaire chez les animaux, avec une dimension qui est justement de non-autonomie, d'interaction cellulaire, d'exploration de l'environnement et de comparaison avec l'environnement. Donc on voit cette phénoménologie chez les plantes. Alors malheureusement, chez les plantes, les mécanismes je vous ai parlé de papiers assez anciens des années 60, mais les études actuelles sur ce phénomène de compensation de croissance chez les plantes sont beaucoup moins
moins avancé que chez les animaux, une communauté qui est trop petite malheureusement. Mais en tout cas, le phénomène existe, les mécanismes ne sont pas connus, et cette dominance de la croissance cellulaire par rapport à la division est, comme chez les levures, vraie chez les plantes. Donc on peut résumer à ce stade, je fais un tour d'horizon de ce que j'ai pu voir chez les plantes, en prenant des revues même très récentes. Chez les plantes, donc, ce n'est pas le nombre de cellules, ni la croissance, la taille des cellules qui en fait détermine la taille de l'organe, parce qu'on peut affecter l'un et l'autre, l'organe va avoir une taille normale, je prends par exemple l'exemple des feuilles ou des fleurs, et il existe par ailleurs un mécanisme de compensation non autonome qui révèle en fait un processus opérant à l'échelle de l'organe, d'accord, qui détermine la taille de cette structure. Donc ça, c'est quand même une expérience très simple, un ensemble d'arguments qui arrivent à cette conclusion majeure. Alors passons chez les animaux. Donc chez les animaux, comme chez les plantes, comme partout, il y a donc un cycle cellulaire. Alors le cycle cellulaire, ça fait peur un peu aux uns et aux autres, il y a beaucoup de gènes, beaucoup de protéines. J'aimerais souligner donc cette phase majeure de la division cellulaire qui est celle de la phase GAP1, G1, suivie de l'interphase où on double la quantité d'ADN, de la phase G2 où il y a un surcroît de croissance. Donc cette phase-là, d'accord, dans ce cycle cellulaire, on a ici la mitose, la division cellulaire. Cette phase-là, donc G1, interphase G2, sont les phases dans lesquelles il y a la croissance cellulaire, c'est-à-dire vraiment l'augmentation du volume d'eau, mais de masse également, de protéines. Alors, on verra l'année prochaine les aspects non triviaux qu'il y a en fait dans cette croissance cellulaire. Ce n'est pas de la physico-chimie simple, mais donc ça se produit et ça se fait pendant cette phase-là. Alors, le cycle cellulaire est un des processus les plus connus. Il y a donc un certain nombre de phases représentées ici maintenant par des couleurs. Or, ce processus passe par les transitions d'une phase à l'autre se fait par des modulations temporelles de complexes de protéines qu'on appelle les complexes cycline CDK qui existent sous différentes couleurs ou différents noms. Par exemple, cycline E CDK2, cycline A, CDK1, etc. Alors ça, c'est les noms chez l'homme. Alors chez d'autres organismes, c'est d'autres noms, ce qui fait qu'on s'y perd un peu. Mais retenez que des complexes différents CDK-cycline sont nécessaires pour ces transitions entre les différentes phases du cycle cellulaire. On peut donc utiliser des mutants de ces différentes phases pour bloquer une transition d'une phase à l'autre. Et on va voir l'impact sur la croissance des cellules et sur la croissance des tissus. Alors, si jamais la croissance est dépendante d'une division cellulaire ou du comptage du nombre de cellules, on pourrait donc utiliser le levier donc, des régulations du cycle cellulaire pour voir l'impact sur la croissance de l'organisme. Alors, comme je le disais, chez la levure comme chez les animaux, il y a une dominance, en tout cas chez la levure, il y a une dominance de la croissance cellulaire par la division cellulaire. C'est-à-dire que la prolifération, en gros, n'a pas d'impact sur la croissance cellulaire, et on l'a vu, une illustration magnifique chez les plantes. Alors, revenons à des expériences beaucoup plus anciennes, réalisées avant la guerre par ce scientifique, Gerhard Fankhauser, qui était à l'époque à l'université de Princeton, et qui était un spécialiste des salamandres et autres animaux rampants, un herpétologue, qui avait découvert des moyens de modifier la ploïdie de ces salamandres. Alors là, c'est une des espèces qu'il a étudiées, dont vous voyez une photo. Et cette espèce, donc, par différents moyens, donc Triturus viridescens, il pouvait le rendre tétraploïde, 4N, ou triploïde. Alors vous voyez que dans ce cas-là, effectivement, il y a plus de chromosomes, et les cellules sont plus grosses que dans un contrôle 2N. Et on a la structure intermédiaire de cellules triploïdes, 3N. Or, ce qui est remarquable, c'est qu'en dépit de variations importantes de la taille des cellules, les organismes, à des âges différents, sont de taille normale. Enfin, ont à peu près la même taille, 2N, 3N, 4N. On voit la taille globale de l'organisme à peu près normale, et même des membres. On peut repérer, si on regarde dans les détails, qu'en revanche, les cellules pigmentées semblent plus grosses parce qu'effectivement, elles sont tétraploïdes. Donc l'organisme est capable de complètement gérer les différences de taille cellulaire et de générer un organisme de taille normale. Alors, une petite anecdote amusante, on peut se dire, est-ce que c'est important d'avoir des cellules d'une certaine taille
Est-ce qu'il y a une contrainte fonctionnelle à avoir des cellules d'une taille petite ou grosse? Alors, une expérience qui a été faite, suggérée par un collègue à Princeton, c'était de se dire, dans le système nerveux, par exemple, bon, on sait qu'on a beaucoup de neurones et on se dit que c'est bien d'avoir beaucoup de neurones parce que ça rend plus intelligent. Ça permet, par exemple, d'avoir des opérations liées à la mémoire plus importantes. Et donc, Frank Hauser a fait une expérience qui consistait à utiliser un organisme tétraploïde et à faire des expériences d'intelligence chez les salamandres en voyant si jamais, quand elles étaient 4N, elles étaient plus ou moins intelligentes. Quand elles avaient moins de cellules, ou aussi intelligentes. Alors l'expérience d'intelligence pour une salamandre, c'est de les mettre dans des labyrinthes où en fait elles ont dans un chemin une punition si elles prennent le mauvais chemin. Donc on leur demande d'apprendre à mémoriser le bon et le mauvais chemin. Et je ne vais pas vous poser la question, mais vous avez peut-être anticipé, une cellule, un organisme qui est tétraploïde va moins bien réussir au test en fait, de mémorisation avec punition dans un trajet de labyrinthe. Et donc, le fait d'avoir moins de neurones dans le cerveau, ça rend une salamandre moins intelligente. En tout cas, c'est une expérience très simple qui a permis de tester, qu'ont testé donc, ces auteurs. Voilà, donc Frank Hauser a fait ces expériences assez remarquables. Il est allé un peu plus loin en étudiant, alors là, c'est dans une autre espèce de salamandre, publié maintenant juste après la guerre dans le Journal of Experimental Zoology, où là, il regarde maintenant la structure d'organes internes. Ici, les tubules pronéphriques, où on voit que, alors là, c'est l'haploïde, donc N, 2N, 5N, donc c'est l'haploïdie différente. Ce qui est quand même assez remarquable, c'est que l'on sait combien la formation d'organes, de tubes, est un processus complexe qui dépend de propriétés de cellules. On n'a pas spécialement parlé les 2 dernières années, mais enfin, c'est des choses que vous avez peut-être à l'esprit. Vous voyez que l'organisme arrive globalement à gérer des tailles de cellules différentes et à déterminer des structures qui ont une taille et un diamètre normal. Ce qui veut dire que, en passant, les propriétés physiques du processus comptent sans doute plus que les propriétés strictement cellulaires ou biochimiques liées à elles. Bon, ce sera intéressant d'approfondir un peu cette question. Un autre organe comme la rétine, vous voyez, qu'on soit haploïde, diploïde ou pentaploïde, on a en fait une épaisseur qui est conservée. Donc, en passant, on voit que ce n'est pas simplement la structure macroscopique de l'organisme, mais même des organes, dans des configurations parfois très complexes comme des tubules dans le rein, qui est insensible à la taille des cellules. Donc, on arrive donc à cette idée qu'il y a un paramètre qui ne peut pas être simplement le comptage de cellules ou même leur dimension, qui est important pour déterminer la taille d'un organe et sa morphologie. Changeons d'organisme. Les études chez la drosophile ont permis d'explorer la relation qu'il y avait entre la taille d'un organe, l'aile. Alors chez la drosophile, beaucoup d'études sur la taille vont concerner l'aile. On va beaucoup parler d'aile. La comparaison entre la taille de l'aile et la taille des cellules de l'aile ont montré dans cette étude, maintenant assez ancienne, 1997, qu'il n'y avait pas de proportionnalité stricte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut raisonner en se disant si le nombre de cellules et la taille de cellules étaient changés en proportion, on s'attendrait à ce que la dimension du tissu, croisse par rapport à la taille des cellules en données transformées en logarithmique avec un coefficient plus que 1, parce qu'à mesure qu'on a plus de cellules, elles sont plus grosses, donc l'organe va croître encore plus. Inversement, si jamais on a un phénomène de compensation stricte, c'est-à-dire que les cellules qui ne vont pas croître en nombre vont être plus grosses en taille, à ce moment-là, on aura un coefficient 0. Et si jamais on a une compensation partielle, on aura un coefficient entre 0 et 1. Et quand on regarde les données, alors ici, on voit les femelles qui sont plus grosses que les femelles, on voit la taille de l'aile en log et la taille des cellules, et on voit que le coefficient est de l'ordre de 0,165, en tout cas un coefficient faible, moins de 1, pas tout à fait 0, ce qui montre qu'en fait, qu'il y a une compensation partielle pour des tissus plus gros par la régulation de la taille des cellules. Les auteurs ont fait une expérience de sélection d'organismes qui étaient ou plus gros ou plus petits par rapport à l'organisme contrôle, séparant mâles et femelles. Et l'on voit que dans ces opérations des expériences de sélection, le coefficient devient de plus en plus proche de 0, c'est-à-dire que là, on arrive à un cas de compensation quasi parfaite entre croissance des cellules et division cellulaire. Voilà. Donc, ces expériences montrent, en tout cas indiquent de façon macroscopique, par un raisonnement, qu'il y a un phénomène de compensation cellulaire, et on va bien voir, effectivement, par des expériences maintenant génétiques de perturbation du cycle cellulaire, que cette compensation existe bien. Alors, je me dois de présenter des choses essentielles sur le développement et la croissance
de ce précurseur de l'aile qu'on appelle chez les insectes le disque imaginal. J'avais présenté ça dans mon premier cours. C'est une stratégie qui retarde la différenciation pour contourner le problème de l'impossibilité de diviser une cellule différenciée. Donc on retarde cette différenciation. On a un groupe de cellules qui, dans l'environnement nutritif de la larve, croît, se développe. Il commence avec environ... Donc ici, on a la larve qui est un peu, on va dire, l'utérus pour la croissance de ce tissu. Et l'environnement nutritif permet de passer d'en gros 50 cellules à environ 4 jours plus tard, suivant la température, à un tissu qui a 50 000 cellules. Donc c'est une croissance qui est importante. On voit ici un article ancien qui montre la croissance de fait exponentielle. On est en représentation log du nombre de cellules. Donc une croissance exponentielle. Et vous voyez ici un film qui montre qu'effectivement, ces cellules qui viennent plus grosses au moment où elles se divisent. La croissance est un phénomène donc très actif dans ce contexte-là. Donc on a cette phase de croissance du nombre de cellules et du volume du tissu, qui est exponentielle, puis une phase de morphogénèse où cette structure en 2 dimensions s'évagine, s'aplatit et donne naissance à effectivement ce qui sera une aile en 3 dimensions plus tard, est reconnaissable à ce stade-là. Et donc, voilà qui plante un peu le décor de la géométrie et des changements un peu topologiques de l'aile au cours de son développement. Or, des expériences qui, assez conformes à ce qui s'est fait chez les plantes et que je vous ai montré tout à l'heure, montrent que l'on peut bloquer, donc on peut utiliser les mutants de CDC2, CDK1, donc cette cycline qui est importante pour l'entrée en mitose. Et dans des mutants, alors voyons ici l'expérience. On peut, chez la drosophile, faire l'expérience contrôle où on va modifier un gène dans la moitié d'un tissu et regarder l'autre comme contrôle. Donc on a ici ce compartiment antérieur dans lequel il va y avoir un mutant CDC2. D'accord ? Donc les cellules sont plus grosses, mais la taille du compartiment est normale. On voit un stade plus tardif, chez la pupe, lorsque l'aile est évaginée, la même expérience où l'on peut voir, alors dans le mutant global de l'ensemble du tissu, on voit que les cellules sont plus grosses que dans le sauvage. Et si l'on compare maintenant même dans ce tissu, on voit dans le compartiment intérieur les cellules mutantes qui sont plus grosses que les cellules contrôle dans la partie postérieure. Ici, c'est un marqueur d'ADN qui permet de voir le noyau. Donc, la taille normale chez la larve et plus tard chez la pupe de l'aile indique que ce n'est pas le nombre de cellules ni leur taille qui définit la taille de l'organe, mais quelque chose qui est propre à l'organe, une mesure de la taille de l'organe. Voilà ce que ces expériences ont révélé. Alors, juste en passant, le fait que ces cellules continuent de croître en dépit de l'arrêt de la division cellulaire est simplement lié au fait que ces cellules font de l'endoréplication. D'accord ? Il y a différentes façons, elles passent en phase S, puis de rentrer en mitose, elles reviennent en phase G1, et donc elles font de l'endoréplication. Et on a vu que l'endoréplication est un mécanisme essentiel pour augmenter la capacité de traductionnelle alors que le volume croît, et donc c'est ce qui permet la croissance de ces cellules. Alors, d'autres façons de perturber le cycle cellulaire arrivent à des conclusions équivalentes. Par exemple, on peut utiliser donc, le facteur majeur E2F qui induit la transcription de gènes nécessaires à la phase S, en particulier donc des cyclines, mais également thymidine kinase qui est essentielle à la synthèse du nucléotide, et également des protéines nécessaires à la réplication comme ORC1. Et donc ces protéines nécessaires à la phase S sont induites par E2F, et cette protéine E2F est elle-même réprimée par la protéine RB, rétinoblastome. E2F est aussi nécessaire à la transition G2 mitose via une protéine, une phosphatase, qui s'appelle CDCD25 ou string chez la drosophile, dont l'induction permet l'entrée en mitose. Alors quand on utilise un mutant pour string, où on ne rentre pas en mitose, les cellules ne se divisent pas, mais elles deviennent plus grosses. Vous voyez ici un marqueur d'ADN qui montre que ces cellules sont plus grosses. Seules ces 2 cellules sont mutantes. Et de même, un mutant pour E2F, donc cette protéine nécessaire à la transition à la mitose, vous voyez que les cellules ne se divisent pas, mais elles sont plus grosses. Donc, on a bien un phénomène de compensation de la division cellulaire par la croissance cellulaire dans ces différentes perturbations. Et les expériences maintenant encore plus loin sur la modification dans le tissu de ces propriétés, on peut voir ici par exemple par rapport au contrôle où l'on compare les 2 compartiments antérieurs et postérieurs. Lorsque l'on surexprime E2F et son cofacteur DP,
On a des cellules qui sont plus petites, quantifiées, voilà, c'est le nombre de cellules donc, qui croît, et les cellules sont plus petites. Et quand on surexprime inversement RBF, qui est l'inhibiteur de 2F, on a des cellules plus grosses, d'accord, mais moins nombreuses. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, la taille du compartiment, tissu, d'accord, est tout à fait normale. Donc phénomène de compensation totale à l'échelle d'un compartiment, qui est en fait la moitié du tissu, de l'aile, et puis également dans un clone de cellules qu'on induit, où on peut faire les mêmes modifications génétiques, hein, un clone contrôle ou un clone dans lequel on bloque les divisions cellulaires, la taille du clone, son volume est à peu près normal. Et quand on maintenant accélère les divisions cellulaires, les cellules sont plus petites et la taille du clone est normale. Donc il y a quelque chose de mesuré à l'échelle du clone ou à l'échelle du compartiment ou à l'échelle du tissu entier qui dit voilà, on a la bonne taille et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Alors, il y a d'autres façons de modifier la croissance cellulaire que par la régulation du cycle cellulaire. C'est maintenant de modifier cette croissance dont on a parlé. J'ai montré que quand on bloque la division cellulaire, la croissance continue. Mais qu'est-ce qui régule la croissance cellulaire? Alors ça a été découvert en fait dans les années, on va dire principalement les années 90. Et maintenant, on sait que c'est ubiquitaire, ça fonctionne dans tous les organismes, hein, la levure jusqu'à l'homme. Et voici ici un peu un résumé de cette voie. On peut retenir cette protéine mTOR hein, qui régule en fait l'essentiel de l'anabolisme cellulaire, c'est-à-dire la synthèse protéique, dont on avait vu l'importance dans le premier cours, mais également la synthèse des lipides qui n'est pas du tout négligeable, qui est extrêmement importante. Pensez à tous les organelles dans la cellule. La quantité de lipides est une part très importante de la masse sèche d'un organisme, derrière les protéines. Et puis donc l'anabolisme cellulaire, enfin en tout cas la synthèse d'ATP qui est absolument essentielle, hein, nécessite également, est nécessaire à la croissance cellulaire, et puis également l'inhibition de processus de dégradation, l'autophagie, etc. Donc TOR est une voie essentielle qui est régulée maintenant en amont par essentiellement, on va retenir PI3 kinase, d'accord, qui agit par une cascade de protéines pour réguler mTOR positivement, et puis RAS, que tout le monde connaît, qui est une voie de signalisation qui est aussi très impliquée dans les cancers. Et RAS, en fait, régule PI3 kinase. Donc, si on le retient RAS, PI3 kinase et TOR, on a en gros retenu l'essentiel du propos que je veux tenir et on va voir comment ces facteurs jouent un rôle important également dans la régulation de la croissance cellulaire. D'accord ? Donc, maintenant, on passe de l'existence d'une compensation de la division par la croissance, mais qu'est-ce qui régule la croissance? On s'attend évidemment à un résultat différent du point de vue des perturbations génétiques. Eh bien, en effet, quand on surexprime par exemple une sous-unité de la PI3 kinase, comme P110, on peut former une aile un peu plus grosse que le contrôle, et inversement, l'expression d'une forme mutante dominante négative de cette unité P110, l'aile est un peu plus petite. Le même genre d'expérience réalisée maintenant où l'on regarde le stade larvaire de la croissance, où la croissance exponentielle des cellules se produit, conduit au même résultat. Le disque est plus gros lorsque l'on surexprime P110 et plus petit lorsqu'on exprime une forme dominante négative. Et à l'échelle cellulaire, de même. Vous voyez ici la distribution des tailles de cellules contrôle et de cellules qui surexpriment P110. Ces cellules sont plus grosses que les cellules contrôle. D'accord ? Et on voit ici maintenant dans une mosaïque, c'est-à-dire un groupe de cellules qui sont... alors je me souviens plus si c'est un mutant P110 unipomorphe ou l'expression de la dominante négative, mais enfin peu importe, vous voyez que ces cellules sont plus petites. C'est dans la rétine. Hein. Ici, ce sont les photorécepteurs en section, ces structures bleues. Mais ici, vous avez ce qu'on appelle une omatidie, dans lesquelles ces photorécepteurs sont plus petits. Donc, on a en gros un tissu miniature. Là, on a simplement touché, non pas sur le nombre de cellules, mais sur la croissance de cellules. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est purement cellules autonomes. On a touché à cette voie majeure de la croissance cellulaire qui concerne donc l'activation de la voie PI3 kinase. Et c'est complètement cohérent avec l'affirmation que chez les animaux, il y a une dominance de la voie de croissance par rapport à la division cellulaire. Alors, comme je soulignais le rôle de RAS, les mêmes expériences avec l'activation de RAS ou son inhibition induit les mêmes résultats. On peut voir que quand on exprime une forme dominante négative de RAS, les clones, et qu'on empêche leur mort, parce qu'ils ont tendance à mourir sinon, ces clones sont plus petits qu'un clone contrôle, et inversement, quand on active constitutivement RAS, les clones sont plus gros, et l'on peut raisonner maintenant au niveau de la taille des cellules, ou plutôt
La taille des cellules est peu modifiée, elle est un peu accrue pour RASV12, mais par contre, les proportions de cellules dans les différentes phases du cycle cellulaire sont modifiées. Il y a plus de cellules en phase G2 et en phase S quand on active RAS constitutivement que l'inverse. Et puis, il y a une relation épistatique entre RAS et PI3 kinase. RAS active PI3 kinase. On a ici un reporter d'activité de PI3 kinase en mesurant la quantité de PIP3 avec ce senseur fluorescent vert. Quand on surexprime PI3 kinase, eh bien, on voit ici que dans ce clone-là, les cellules activent la voie PI3 kinase. Et de même, quand on surexprime RASV12, on a le même phénomène. Un clone qui exprime une forme activée de RAS a le même effet qu'un clone de cellules qui active PI3 kinase, c'est-à-dire qu'on active ce senseur, donc PIP3. On peut voir. Et puis le même phénomène aussi sur les proportions de cellules en phase G2 par rapport à un clone contrôle qui est plus importante. Voilà, donc ici, quand on touche cette voie de croissance, j'ai montré l'expérience sur RAS et sur PI3 kinase, on active de façon cellule autonome la voie de croissance cellulaire sans modifier les divisions. Donc pour résumer, chez les animaux, la croissance, il y a un phénomène de compensation de la division cellulaire par la croissance cellulaire qui révèle cette dominance, maintenant on peut dire universelle, vraie chez la levure, les plantes comme on l'a vu, et chez les animaux, de la croissance cellulaire par rapport à la division cellulaire. Donc finalement, on peut se dire que, si l'on se rappelle ce qu'on a vu le cours dernier, il y a un apport énergétique au niveau de l'organisme, il y a sa distribution à toutes les cellules, et après les cellules vont manager cet apport énergétique, cette conversion, dans les conditions normales, étant donné un certain flux d'énergie à travers une certaine masse de cellules à un instant donné, soit dans les conditions normales, augmenter la croissance puis se diviser d'une façon équilibrée de sorte qu'on a des cellules de taille normale. Et quand on perturbe en fait la division cellulaire, cet apport énergétique est toujours utilisé pour permettre de la croissance cellulaire via cette voie PI3 kinase mTOR. Et on voit finalement que c'est cette conversion énergétique qui n'a pas besoin d'être opérée à l'échelle d'une cellule, mais qui est managée, régulée à l'échelle de l'organe pour convertir cet apport énergétique en énergie qui traduit de l'accroissement de biomasse. Et il y a un mécanisme de mesure qui dit quand l'organe doit s'arrêter de croître. Donc finalement, c'est là vraiment un résultat, on va dire, universel, parce qu'on le voit à l'œuvre aussi bien chez les plantes, la levure, que chez les animaux. Et donc, ni le nombre de cellules, ni leur taille ne déterminent la taille de l'organe. L'organe mesure sa propre croissance, son volume, sa surface, sa masse. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, à propos de cette conclusion, ce qui est intéressant, alors je fais un peu des flashbacks, c'est-à-dire que j'utilise un raisonnement, puis moi je montre que oui, il y avait des données plus anciennes qui allaient un peu dans ce sens. Si vous me permettez ces digressions, on va donc revenir, alors carrément même avant la guerre, en 1931, avec ce scientifique Victor Twitty, qui étudiait également des salamandres. À l'époque, c'était pas tellement. Enfin, si on étudiait la drosophile, mais les salamandres étaient des organismes d'intérêt. Et Twitty, dans cet article très connu, 1931, a étudié deux espèces de taille très différentes, Ambystoma triginum et Ambystoma punctatum. Alors, elles ont des tailles différentes. Vous voyez ici les courbes de croissance qui sont effectivement plus rapides pour cette espèce grosse que pour cette espèce plus petite. Donc là, c'est des différences de taux de croissance à des temps égaux. Et il a fait des greffes hétéroplastiques dans lesquelles il a pris à un stade précoce du développement une partie de l'espèce petite qu'il a mise sur l'espèce grosse, donc de punctatum sur triginum, et l'inverse. Et regardez ces expériences. Alors, il faut être patient, c'est des expériences qui prennent plus d'un mois. Mais on peut voir ici donc, le greffon de triginum sur punctatum et le greffon de punctatum, la petite, sur triginum. Alors au début, on ne voit pas qu'il y a eu manipulation. Les deux petits bourgeons de membres dans cette phase en fait, de croissance de l'organisme majeur est normal. Mais regardez, 20 jours plus tard encore, là on voit clairement qu'il y a une asymétrie de croissance et que cette bourgeon de membres de l'espèce greffée, donc triginum, croît beaucoup plus vite que l'autre, punctatum. Vous voyez cette dissymétrie. Et inversement, le bourgeon de l'espèce petite punctatum greffé chez l'autre grand triginum croît beaucoup plus lentement. Et le résultat est donc effectivement saisissant à la fin. On a un animal qui doit avoir quelques difficultés pour marcher ou nager. Et donc ceci a induit donc, la conclusion très connue qui est que la croissance de l'organe
est une propriété de l'espèce et de l'organe lui-même. Donc ça, c'est quelque chose qui finalement est tout à fait cohérent par rapport à la conclusion à laquelle on est arrivé en étudiant les plantes et les animaux. Approfondissons un peu. Alors, dans ce même article, les auteurs étudient aussi des greffes de l'œil. Alors, dans les greffes de l'œil, on voit ici deux types d'expériences, et on va voir qu'on arrive à la même expérience. L'œil croît d'une façon plus rapide dans l'espèce Trigynum que Punctatum, et ils peuvent greffer maintenant l'œil. Donc, vous voyez ici la courbe de croissance de l'œil de Trigynum qui est plus grosse que la courbe de croissance de l'œil de Punctatum. On peut prendre maintenant l'œil de Trigynum, la grosse espèce, que l'on greffe chez un hôte de petite taille, Punctatum, et vous voyez qu'on a ici une croissance qui est identique à celle dans l'hôte de départ, dans l'espèce de départ, l'espèce grosse. Et on voit ça ici, c'est-à-dire que l'œil de Trigynum qui croît comme s'il était dans son tissu original, alors qu'il est greffé dans une espèce de petite taille. Et inversement, l'œil de l'espèce petite greffée sur un hôte de grande taille, qui a une croissance plus rapide, a une croissance plus lente. Alors on voit ici les courbes de croissance, vous voyez ici, c'est quasiment identique. Pour l'espèce Trigynum dans l'hôte Punctatum, c'est quasiment identique à cette croissance s'il n'y avait pas eu de greffon. Et inversement, alors là, au début, la croissance est tout à fait petite, donc chez l'hôte plus grand. Après, elle est quand même un peu plus grosse. Bon. En tout cas, on arrive à la même conclusion que c'est une propriété de l'hôte. Alors, quelles sont les implications de ces observations? Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment dans un hôte qui a un apport énergétique normal. Les deux espèces sont nourries tout à fait normalement. Donc, en ayant à l'esprit ce qu'on a vu la dernière fois, l'apport énergétique, le moteur de la croissance est le même. Néanmoins, la taille de l'organe est différente. D'accord ? Ce qui veut dire que même si l'apport énergétique et la distribution de l'énergie dans les espèces obéit aux contraintes qu'on a vues la dernière fois, il y a une croissance qui est régulée au niveau de l'organe et d'une façon qui dépend de l'espèce. Et donc l'arrêt de croissance ne sont pas simplement suivis d'une façon qui est totalement indépendante des propriétés des cellules. Parce qu'on pourrait dire, par exemple, chez l'hôte, il y a un mécanisme de mesure qui dit, voilà, l'organe, quand il a atteint une certaine taille, on arrête. D'accord ? Mais ce n'est visiblement pas le cas, vu que la propriété de l'hôte, de l'espèce greffée, demeure. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la propriété des cellules qui est prise en compte. D'accord ? En tout cas, des propriétés des cellules, et donc de l'espèce, que le problème, c'est que là, on a aussi des espèces différentes, en même temps qu'il y a des propriétés, sans doute, de mesure de la taille, ce qu'on appelle le size meter. Donc, la raison pour laquelle j'ai rappelé cette formule de la masse asymptotique de la loi de West, Brown, Enquist la dernière fois, c'est que l'on voit ici que la masse asymptotique dépend de propriétés de l'espèce. B0, c'était le facteur de proportionnalité dans la loi de Kleiber sur le métabolisme basal. MC, c'est la masse des cellules, et BC, c'est la puissance métabolique de la cellule, qui est aussi propre à l'espèce. Donc on voit bien qu'une façon de réguler d'une espèce à l'autre les propriétés de croissance qui peuvent être importantes dans ces régulations de la taille de l'organe, c'est aussi des facteurs comme le métabolisme cellulaire, qui n'a pas de raison d'être identique d'un organisme à l'autre. Donc par exemple, dans les facteurs propres à l'organe et à l'espèce qui déterminent l'arrêt de croissance, on peut s'attendre à une différence de l'ordre de la puissance métabolique des cellules, et également de ce qui va nous occuper les cours suivants, qui est ce qui mesure la taille de l'organe et qui est effectivement important. Donc voilà, on voit qu'en dépit de ce qu'apporte l'organisme et de ce qui est délivré, comme on l'a vu la dernière fois, il y a quelque chose qui régule localement ce processus de croissance à l'échelle de l'organe. Donc l'arrêt de croissance dépend de propriétés de mesure du tissu et de propriétés intrinsèques cellulaires propres à l'espèce. Alors là, on est dans des espèces différentes, donc on peut dire qu'on compare des poires et des bananes. On peut aussi faire ces expériences maintenant chez la drosophile où on peut arriver à la même conclusion. C'est-à-dire que là, on peut prendre un disque imaginal à un certain stade, le greffer dans un hôte de la même espèce qui permet de prolonger le développement. Ce qui est remarquable, c'est que dans ce cas-là, le tissu s'arrête de croître quand il atteint
la taille qu'il normalement il aurait s'il n'avait pas été greffé. On voit ici un disque imaginal après 7 jours de croissance qui a continué, ou 14 jours, d'accord. Et on voit ici que la croissance de l'organe, on prolonge de façon complètement artificielle sa croissance, et en tout cas son développement, mais sa croissance n'augmente pas. Donc en fait, il y a un arrêt de croissance quand l'organe atteint sa propre taille. Et là, on n'est plus dans une confusion de comparaison d'espèces, on est dans une même espèce. Donc on arrive vraiment à l'idée qu'il y a un arrêt de croissance qui est intrinsèque à l'organe et qui ne dépend pas d'une façon stricte de l'environnement nutritif, quand bien même il est là. La dernière fois, on avait vu dans le cours que la masse asymptotique provenait d'une compétition et en fait d'une disproportion entre le coefficient qui régulait l'apport énergétique, qui était en coefficient m puissance 3/4, et puis la demande énergétique qui était en m. Et donc, on arrivait à dm sur dt égale 0, un arrêt de croissance, et on avait la masse asymptotique qui dépensait des coefficients de proportionnalité entre ces deux éléments. Mais ici, si vous voulez, à l'intérieur de l'organisme, et quel que soit l'apport énergétique, l'organe se dit « j'arrête de croître, j'ai atteint la bonne taille ». C'est ça l'élément très différent, et en quoi on ne peut pas simplement s'arrêter à ce que l'on a vu le cours dernier. Et cela dit, comme toujours, il faut nuancer les propos, et cet article moins connu de Tweety nuance le propos, et d'une façon qui me paraît cruciale. Il fait les mêmes greffes hétéroplastiques, mais maintenant en comparant et en opérant des greffes où le greffon et l'hôte ont des âges différents, des âges développementaux différents. C'est-à-dire qu'il fait la même expérience dont on a parlé tout à l'heure sur les greffes d'œil. Et vous voyez ici, il prend un hôte âgé et il met un greffon d'une espèce grosse, Triginum, en vert, qui est plus jeune. D'accord ? De telle sorte qu'au début, ils ont une taille identique. Et on est dans les conditions de croissance, de nutrition minimale, où en gros l'hôte ne croît pas. D'accord ? Mais juste suffisamment pour permettre un petit peu de croissance si jamais elle devait se produire. Et vous voyez que le greffon, qui sait qu'il est plus jeune, alors je parle de façon très anthropomorphique, a en fait une croissance accélérée pour rattraper en fait ce qui devrait être une différence de croissance. Parce qu'à âge égal, le greffon et l'autre devraient avoir des œils de taille différente, ce qui a été perturbé par une greffe hétéroplastique d'âge différent. Et il rattrape en fait son retard en ayant une croissance accélérée, alors que l'autre ne croît pas. Et inversement, lorsque l'on greffe un œil plus âgé sur un autre plus jeune, qui est maintenant plus grand, et bien là, il y a un phénomène. Vous voyez que là, les deux yeux ont de taille identique, alors qu'ils ne devraient pas. Celui-ci, à droite, en rouge, devrait être plus petit, vu qu'il est de l'espèce petite. Et vous voyez qu'il y a un retard de croissance par rapport à l'autre. Et donc, il y a des phénomènes de compensation par accélération et retard, suivant le sens de la greffe, qui révèlent que le processus n'est pas simplement intrinsèque à l'organe. Il doit y avoir une prise en compte d'une mesure, ne serait-ce que de l'environnement, de son âge, et un ajustement du taux de croissance pour arriver à respecter en fait, des rapports de taille qui sont ceux des différentes espèces qui sont de taille différente. D'accord ? Et donc, cela veut dire que l'organe, quand bien même, principalement, comme on l'a vu, a sa propre mesure de sa taille, on ne peut pas dire qu'il le fait en ignorant totalement l'environnement. Il doit prendre en compte l'environnement dans sa régulation. Et on peut voir ici ce qui me semble une conclusion très synthétique de cela. Those presented here, one is inclined to conclude that the potential size of the eye is largely determined by intrinsic factors, ça on l'a vu dans les diapositives précédentes, but that the expression or realization of this potentiality during the growth of the animal depends upon its interaction with a gradually changing organic environment. Et donc ça veut dire, à mon avis ça on peut vraiment le retenir, c'est pour ça que je l'ai sorti du papier, parce que c'est très nuancé, ça montre qu'effectivement c'est propre à l'organe, mais que ça va prendre en compte une interaction avec l'environnement. Et on va voir dans les 3 cours qui suivent qu'effectivement, oui, pendant les 2 prochains cours, on va ignorer l'environnement, d'une certaine façon, mais après on va devoir prendre en compte l'environnement. Et ce que j'aimerais maintenant approfondir, alors là c'est l'environnement à l'échelle de l'organisme, mais on va voir même que l'environnement à l'échelle des cellules est important aussi dans les phénomènes de compensation cellulaire, c'est ce qui va nous occuper jusqu'à la fin. Alors, pour cela, je reviens je poursuis les études de modification de la croissance en parlant d'un gène dont vous avez certainement entendu parler, MYC, qui est un régulateur majeur de la croissance cellulaire et de la taille des clones. Alors, MYC régule notamment cycline E, est nécessaire à cette transition G1S, et effectivement, dans un mutant, on voit ici le contrôle, donc la taille des cellules en vert.
Dans un mutant MYC, on a deux allèles différents, les cellules sont plus petites. D'accord ? Et on peut voir aussi que quand on surexprime MYC, dans un clone de cellules, les cellules sont plus grosses que les contrôles. Donc MYC se comporte exactement comme on l'a vu comme PI3 kinase à certains égards ou RAS, c'est-à-dire que, surtout comme PI3 kinase, les cellules sont plus petites ou plus grosses quand on modifie le dosage de MYC. D'accord ? Et on peut regarder même au niveau du clone, un clone de cellules qui surexprime MYC sera plus grosse qu'un clone contrôle, voilà, qui est mesuré ici. Mais ce qui est remarquable, en revanche, est de fait, l'organisme entier, un organisme MYC mutant, est plus petit que l'organisme sauvage. Alors, l'organisme, c'est simple, la cellule, c'est simple, mais ce qui est intéressant, c'est quand on a des expériences mosaïques, c'est-à-dire qu'on va modifier, on va surexprimer MYC dans des clones, et si on le fait suffisamment, on se dirait, on va avoir un organisme qui est plus gros. Eh bien, en fait, non, l'organisme est normal. Ce qui veut dire qu'il y a une... Et le disque imaginal, c'est la même chose, qui révèle, on va voir, qu'il doit y avoir un phénomène de compensation dès lors que l'on induit une hétérogénéité de croissance dans un organe. D'accord ? Donc à l'échelle cellulaire, c'est simple, ça répond de façon quantitative au dosage de MYC. Au niveau d'un clone, pareil, mais lorsque l'on regarde l'organe, là, il y a un phénomène de compensation qui induit une croissance normale en dépit des modifications de taux de croissance, au moins d'un groupe de cellules. Voilà, ceci qui nous amène maintenant au phénomène de compétition cellulaire qui, encore un flashback, a été identifié dans les années 70 dans cet article Princeps de Morata et Ripoll, qui utilise des mutations qu'on appelle les mutations minutes, qui, les études l'ont révélé après, codent pour des protéines ribosomales. Alors les protéines ribosomales, on avait vu combien c'était absolument majeur, et les ARN ribosomaux majeurs dans la capacité de synthèse protéique nécessaire à la croissance cellulaire. Et donc, dans ces mutations, alors ces mutations minutes sont des mutations qui sont létales récessives, létales récessives, mais qui, à l'état hétérozygote, donc de façon dominante, ralentissent la croissance. Et en dépit de ça, on a des organismes qui, globalement, même si le développement est retardé, ont une taille à peu près normale, même si certaines cellules sont un peu plus petites. Et leur forme est également normale. Donc, on a ici représenté de façon schématique ce qui se passe dans un mutant minute, hétérozygote, le taux de croissance plus lent, et on arrive à un organisme d'une taille normale. L'arrêt de croissance est retardé en raison d'un taux de croissance plus faible. Alors, lorsque l'on induit des clones sauvages, minute plus sur minute plus, dans un contexte où tout l'organisme est hétérozygote pour minute, donc on crée une hétérogénéité de croissance, on restaure l'état sauvage dans un mutant où on est ralenti, d'accord ? Eh bien, on va avoir un taux de croissance des clones qui va être plus important. Alors on peut le voir en mesurant le nombre de cellules dans les clones induit à des âges différents. D'accord ? Donc ici, si on induit les clones peu de temps avant l'observation, on a des clones qui vont être un petit peu différents entre le sauvage en noir et puis le minute qui est, entre le sauvage en pointillé et le minute en trait noir continu. Si on induit les clones beaucoup plus précocement, à ce moment-là, on voit que la taille des clones est plus faible pour les clones minutes que les clones sauvages. Donc, on a une croissance différentielle, et pour des mutations minutes beaucoup plus importantes, on perd même les clones. C'est-à-dire qu'à un moment, ils disparaissent par un phénomène qui est donc caractérisé par les auteurs comme compétition cellulaire. Voilà les phrases qu'ils utilisent, la première occurrence de ce processus. On peut voir minute cells have a lower mitotic rate that lowers their ability to compete with normally growing cells. Such cell competition would therefore explain the complete absence of clones arising in earlier stages, que l'on peut voir ici. Lorsque l'on induit les clones trop précocement, on ne peut plus récupérer de clones. Alors la taille normale d'un organisme dans lequel on a créé une hétérogénéité de croissance par certaines cellules sauvages, d'autres qui sont minutes, montre bien, confirme ce que l'on a vu, qu'on peut modifier le pattern de croissance et la taille de l'organe est normale. Et on peut modifier très fortement ce processus de croissance. Il y a un mécanisme de régulation à l'échelle de l'organe qui arrive à une taille normale de l'organe. Alors voici une expérience qui montre, une série d'expériences assez sophistiquées du point de vue de la génétique, qui montrent des propriétés remarquables du phénomène de compétition cellulaire. Donc ici, on voit représenté de façon graphique des expériences, donc c'est un article
de Pat Simpson avec Rines Morata, dans lesquelles elle induit des clones minutes. Alors vous voyez ici, dans la partie postérieure de l'aile, un clone, donc l'organisme est minute, hétérozygote. Il croît très lentement. Si on induit des clones sauvages, de cellules sauvages dans ce fond génétique, vous voyez que ces cellules sauvages envahissent quasiment l'essentiel de la partie postérieure du compartiment, alors que normalement, au mieux, ils devraient occuper la moitié du compartiment, et là, ils occupent quasiment 90% du tissu. On le voit dans la partie postérieure, dans la partie antérieure. Maintenant, Pat Simpson va faire des expériences où elle va induire, après ces clones initiaux, deuxième clones qui vont être sauvages, et elle va voir comment ils vont se comporter suivant la distance par rapport aux clones minutes. Et ce que l'on peut voir, c'est que si ces clones sauvages induits à l'intérieur du clone minute plus, en gros, ils ont des tailles normales. C'est des tailles de référence. D'accord ? Ce sont des clones sauvages induits dans des clones sauvages. Mais maintenant, c'est des mêmes clones sauvages induits à proximité des cellules, en tout cas, des clones qui sont neutres par rapport au fond génétique, qui sont induits. Alors, à distance, ils vont avoir une croissance normale, mais ici, lorsqu'ils sont à proximité, on va voir que ces cellules vont être perdues, vont avoir une croissance plus faible, vont même être fragmentées. Et donc, la conclusion, c'est que les cellules A donc les clones sont fragmentés, plus petits, donc ils subissent un phénomène de compétition cellulaire, alors que les cellules à plus grande distance ne subissent pas la compétition cellulaire. Ce qui veut bien dire que donc, la compétition cellulaire nécessite une proximité, une interaction locale entre les cellules, en tout cas dans ces conditions. Et la compétition cellulaire avec minute ne traverse pas le compartiment parce qu'ici, de l'autre côté, ces cellules ne voient pas qu'il y a des cellules sauvages. De l'autre côté, elles ont une croissance normale. Alors voyons plus précisément cette compétition cellulaire en regardant maintenant le dosage de MYC, MYC étant un autre facteur qui induit de la compétition cellulaire. Là, de très belles expériences où l'on peut voir un organisme dans lequel on a d'un côté des cellules qui ont 2 copies de MYC vues en noir et 2 copies de MYC et marquées par GFP. Donc ici, on a un contrôle, on a des cellules sauvages qui ont 2 copies de MYC et on voit que les clones ont des tailles identiques. Voilà des mesures. Si maintenant on modifie le dosage de MYC, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 copies de MYC dans ces cellules GFP+, et 2 copies normales de MYC dans le clone en noir, on va avoir 2 phénomènes conjoints. Les cellules qui ont plus de MYC vont croître plus que des cellules qui seront contrôle dans un autre tissu. Mais en revanche, de surcroît, les cellules qui ont 2 copies de MYC, qui sont donc sauvages d'un point de vue génétique, vont croître moins que les cellules qui ont 2 copies de MYC dans un fond génétique normal. Ce qui veut dire que ce n'est pas le dosage absolu de MYC qui compte, mais c'est le dosage relatif à l'environnement. Et donc vous voyez, tout à l'heure, on a vu que cette voie de croissance intrinsèque semble purement cellule autonome, et là on révèle par ces expériences, en utilisant MYC, mais les mêmes choses peuvent être faites avec minute, que cette croissance est cellule autonome d'un certain point de vue, mais qu'elle nécessite une interaction à l'environnement, qu'il y a un ajustement à l'environnement, et c'est ça le phénomène de compétition cellulaire. Et d'ailleurs, vous voyez, on peut faire maintenant 4 copies de MYC dans les cellules contrôle, 4 copies de MYC en comparant des cellules GFP+, et GFP-, et vous voyez que maintenant elles croissent de la façon normale, donc il confirme cette idée que ce n'est pas le dosage absolu, mais la comparaison à l'environnement. Même expérience maintenant si on induit des clones qui expriment MYC, et qu'on induit donc récemment, dans 24 heures avant l'observation, on a des petits clones. Si on les induit plus tôt, on voyait qu'on a de moins en moins de clones, et 72 heures, ils disparaissent complètement. Ce sont une expérience qui montre que la compétition cellulaire conduit à l'élimination des cellules. Alors un point important, c'est qu'effectivement, je ne parle pas vraiment de cancer dans mes cours, même si c'est quelque chose qui est important d'avoir à l'esprit, vu que c'est une maladie de la croissance, mais qui est souvent up-régulée dans des cancers. Alors juste précision, ici les expériences ont regardé des clones sauvages dans un fond génétique qui a du MYC. D'accord ? Donc en noir, on a MYC, et en blanc, on a les sauvages. Les cellules sauvages sont éliminées parce qu'elles sont en compétition avec des cellules environnantes qui ont plus de MYC. D'accord ? C'est ça qui est fou, c'est qu'on peut être sauvage génétiquement et on est éliminé parce qu'on a des compétiteurs ou des super compétiteurs qui vont vous éliminer. Alors on reviendra sur ce thème de la compétition cellulaire, même d'un point de vue mécanique. Ce phénomène de compétition est très important pour expliquer le phénomène de croissance. Et là, de façon encore plus saisissante, le phénomène de croissance cellulaire peut être vu lorsque l'on fait dans le même disque, c'est la beauté de la génétique de la drosophile, je voulais quand même le souligner, si ce n'était pas évident pour vous, que quand on regarde 3 groupes de cellules,
d'accord, un clone neutre en bleu. Et un clone qui va surexprimer MYC et son clone jumeau qui ne va pas le faire. Donc on a 3 couleurs, bleu, rouge et vert. Dans une expérience contrôle, ces 3 clones ont en gros une taille moyenne équivalente. Si maintenant on surexprime MYC dans les cellules en verte, elles croissent plus que le contrôle. Alors, normalement, on peut regarder dans un autre tissu, mais on peut regarder maintenant le clone neutre en bleu ici, vous voyez la référence. Et les cellules qui sont voisines des cellules qui ont plus de MYC, elles vont subir la compétition cellulaire, elles vont perdre, on les dit losers, et elles vont être plus petites. Et c'est donc les deux phénomènes conjoints de croissance, un surcroît de croissance et de réduction de la croissance des cellules voisines qui définit le phénomène de compétition cellulaire. Or, on voit bien que ce n'est pas une propriété universelle de tous les facteurs qui régulent la croissance, parce que par exemple, DP110, dont on a parlé tout à l'heure, qui est une sous-unité de PI3 kinase, n'induit pas de compétition cellulaire, de même que des facteurs qui régulent la prolifération cellulaire, comme ici, CDK4, cycline D. Donc on a bien sûr ici une augmentation de la taille du clone quand on surexprime ce facteur-là, mais les cellules voisines ne subissent pas de compétition, elles ont une croissance normale par rapport à un clone neutre. D'accord ? Et ici, vous avez la référence également de la mutation minute, qui est l'origine de l'identification du processus de compétition cellulaire. Alors, ce phénomène de compétition cellulaire, il nécessite de la synthèse protéique, parce que quand on maintenant dans les cellules qui sont normalement des winners, parce qu'elles ont 4 copies de MYC, si on est hétérozygote pour minute, qui produit des protéines de ribosomales, eh bien, ces cellules-là ne sont plus maintenant super compétitrices, elles n'ont plus une croissance normale par rapport à leurs voisines. Donc, ça nécessite en fait une machinerie de traduction. Et par ailleurs, le mécanisme de compétition cellulaire qui voit l'élimination de cellules mêmes sauvages à proximité de cellules qui, par exemple, vont avoir plus de MYC, passe par un phénomène d'apoptose. On peut notamment bloquer les caspases par P35, bloque l'apoptose, et on a donc dans ce compartiment postérieur, ici un clone qui exprime 4 copies de MYC en vert et 2 copies de MYC en noir. Normalement, le tissu vert, le clone vert est beaucoup plus gros que le tissu noir, on l'a vu précédemment, mais lorsque l'on bloque l'apoptose en exprimant P35 dans ce compartiment postérieur, on bloque le phénomène de compétition. En tout cas, on le réduit. Vous voyez ici le cas où on a de départ, où 4 MYC croît beaucoup plus vite que 2 MYC, et lorsque l'on bloque l'apoptose, eh bien, on a une réduction de la croissance du clone vert, ici, et on a une augmentation de la croissance du clone contrôle de MYC par rapport aux conditions de référence. Et donc, la compétition cellulaire passe par une régulation de l'apoptose. Donc, finalement, jusqu'à présent, on a raisonné en termes de croissance cellulaire, division cellulaire, croissance d'un tissu. Maintenant, la croissance d'un tissu, on y reviendra plus tard, pas aujourd'hui, mais si on a des cellules qui sont éliminées par apoptose, notamment, ou par extrusion, eh bien, on peut aussi réguler la taille d'un tissu, et notamment dans les conditions homéostatiques, et c'est extrêmement important. Le phénomène de compétition cellulaire, révélé par ces expériences, passe par une régulation de l'apoptose. Donc une autre variable dans le système, ça va être l'élimination de cellules par apoptose. Voilà, et effectivement, autre expérience dans ces articles, où on peut maintenant surexprimer MYC dans des clones qui sont, et si on bloque la mort cellulaire, ces clones survivent. En fait, je me suis trompé ici dans l'écriture des génotypes, ce sont des clones sauvages qui sont dans un fond qui exprime plus MYC. Alors, le lien avec la taille du tissu est intéressant parce qu'on peut voir que quand on surexprime, par exemple, MYC ou une protéine ribosomale, donc une protéine d'une mutation minute, dans une partie seulement de l'aile, dans une partie médiane, représentée ici en gris, la taille de l'organe n'est pas affectée. Elle n'est pas affectée parce que oui, il y a des cellules qui croissent plus, mais comme elles font mourir ou croître moins des cellules voisines, et que l'organe régule sa taille par la mesure de ses propres dimensions, la surcroissance de l'un compensée par la moindre croissance de l'autre ou l'élimination des autres fait que l'organe a une taille normale. C'est ce qu'on peut voir ici. Et ce n'est pas le cas quand il n'y a pas de compétition cellulaire. Par exemple, lorsqu'on surexprime DP110, on avait vu qu'il n'y avait pas de phénomène de compensation, de compétition cellulaire. Effectivement, il y a un surcroît de croissance dans le disque imaginal ou à l'échelle de l'aile, suivant ces deux perturbations. Donc on voit bien ici que la compétition cellulaire révèle une mesure de taille de l'organe, et lorsque l'on bypasse la compétition cellulaire, ou quand elle n'existe pas, à ce moment-là, on peut produire des tailles de tissus aberrantes. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'en revanche,
si maintenant on exprime de façon ubiquitaire, si on exprime partout MYC, tout le monde est pareil, bah à ce moment-là, il ne peut plus y avoir de compétition cellulaire, et de fait, on produit des tissus qui sont quasiment 20% plus gros. Vous voyez ici au niveau du disque et de l'aile, l'expression ubiquitaire de MYC, d'accord, par rapport à un contrôle, induit en fait une augmentation de la croissance du tissu. Donc c'est bien le phénomène de compétition cellulaire qui révèle en fait un mécanisme d'ajustement et de régulation de la croissance au niveau de l'ensemble de l'organe. La réduction de la mort cellulaire dans les mutations pour ces différents gènes bloque donc la compétition cellulaire et de fait induit, en comparant maintenant les compartiments antérieurs et postérieurs, des différences de croissance importantes. On voit ici la surexpression de MYC en bloquant la mort cellulaire induit un compartiment plus gros que le compartiment contrôle. D'accord ? Et lorsque l'on fait ça au niveau... donc ça, ce qui révèle l'importance effectivement de la mort cellulaire dans ce phénomène de compétition cellulaire et de régulation de la taille relative des compartiments. Et d'une façon qui est équivalente à ce qu'on a vu au niveau de l'aile, l'expression dans un domaine restreint de MYC induit un tissu qui a une taille normale parce qu'il y a compétition cellulaire. Ce qui est remarquable maintenant, c'est que si la mort cellulaire est un processus si important dans le processus de compétition cellulaire, là on est dans des conditions quand même très artificielles où on induit une hétérogénéité de croissance, on voit une compensation. Mais on peut se dire, et dans les conditions sauvages, est-ce qu'il y a de la compétition naturelle qui se produit ? Difficile à savoir, parce que c'est très difficile de mettre en évidence, mais on peut néanmoins se dire, puisque la mort cellulaire est un facteur essentiel de la compétition cellulaire, on peut bloquer la mort cellulaire dans un tissu sauvage, partout, donc par exemple en exprimant P35 dans tout le tissu. Et là, ce que l'on voit, c'est non pas une modification de la taille moyenne du tissu, mais de sa variance. En fait, on voyait ici un élargissement très significatif de la distribution de taille des organes, ce qui indique qu'en tout cas la mort cellulaire, qu'elle soit ou non induite dans ce contexte-là ou reflétant une compétition cellulaire sauvage, la mort cellulaire est un processus qui doit se produire de façon naturelle pour ajuster, ou en tout cas réduire la variance de la taille d'un organe et permettre qu'elle soit donc proprement ajustée. Donc, à propos de la compétition cellulaire, on peut se demander s'il joue un rôle régulatif dans la taille de la croissance ou dans un ajustement, une réponse à des situations de stress, mais elle révèle en tout cas peut-être une implication dans un phénomène d'harmonisation, ou en tout cas de réduction de la variance de la taille de l'organe par rapport à une moyenne, ce qui nous intéressera dans le dernier cours. Alors ça, c'est chez la drosophile. La compétition cellulaire a aussi été révélée dans d'autres organismes. Il y a en particulier des études chez la souris. Je voudrais rapidement, et pour finir, parler de la compétition cellulaire chez les vertébrés et souligner en particulier une étude assez récente qui montre en fait un mécanisme de compétition cellulaire dans l'embryon précoce de souris. Donc l'embryon précoce de souris, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a une espèce de sac avec un tissu qu'on appelle l'épiblaste, dans lequel on va voir plus tard, il y a une hétérogénéité naturelle d'expression de MYC, révélée ici par les différences de couleurs. Et je vais montrer les données qui indiquent qu'il semble-t-il y a un phénomène de compétition cellulaire associé à cette hétérogénéité d'expression de MYC. Et voyons les données. Alors, ce sont des expériences assez élégantes dans lesquelles les auteurs ont des clones neutres qui expriment soit GFP, soit CFP, donc vert ou bleu, d'accord, dans un fond sauvage pour MYC. Donc là, on a deux copies équivalentes de MYC pour les cellules bleues et les cellules vertes. Et on a donc cette couleur intermédiaire, bleu-vert ou vert-bleu, comme vous le voyez. Et après, on peut surexprimer MYC dans les cellules vertes, par exemple, modifiant le ratio de 2,2 à 3,2. Voilà, maintenant, enlever une copie endogène de MYC, ce qui fait qu'on a un rapport maintenant de 2,1, ou alors carrément enlever les deux copies dans le fond sauvage, dans le fond génétique, et avoir une surexpression de MYC dans les cellules GFP et par rapport au contrôle, on a maintenant un rapport 1,0. Et en modifiant ce rapport, on voit qu'on augmente la couleur verte, et en quantifiant, on a une perte graduelle du dosage de cellules bleues par rapport aux cellules vertes, les cellules vertes étant les cellules qui ont plus de MYC. Donc là, on a vraiment à l'échelle de l'organisme, de l'ensemble de l'embryon, un phénomène de modification de la proportion de cellules qui est complètement déterminé, en tout cas corrèle, avec le dosage relatif de MYC. D'accord ? Alors, ce qui ressort de ces études, c'est qu'en revanche, apparemment, la taille de l'embryon est à peu près normale. Alors, les données ne sont pas vraiment montrées en détail, on voit simplement à ce stade de l'embryogénèse, et on y reviendra plus tard. À l'échelle cellulaire, ce qui semble indiquer que c'est bien un phénomène de compétition cellulaire,
c'est déjà le fait que, alors vous voyez ici en zoomant sur ce tissu, que là vous avez un cas contrôle, vous avez en gros une couleur poivre et sel bleu et vert de cellules contrôle des deux couleurs. Si on augmente le dosage de MYC dans ce fond, donc dans un rapport 3:2, on va avoir plus de cellules vertes qui expriment MYC que de cellules bleues. Donc il y a une élimination de l'une au détriment de l'autre, qui est en tout cas à un niveau phénoménologique conforme à ce qu'on a vu dans l'expérience de compétition cellulaire chez la drosophile, où vous avez ici les quantifications. Maintenant, si l'on bloque la mort cellulaire en exprimant P35 dans les cellules contrôle qui sont CFP, donc bleues, vous voyez qu'on restaure la distribution poivre et sel et la quantification. Ce qui veut dire qu'en tout cas, comme chez la drosophile, la mort cellulaire est un facteur qui peut empêcher le phénomène de compétition cellulaire. Voilà. Alors, ce qui est aussi remarquable, c'est que là, on est dans une expérience, comme chez la drosophile, de perturbation génétique qui révèle un phénomène de compensation de compétition cellulaire. Mais là où chez la drosophile, je ne vous avais pas montré le pattern de MYC, qui a des variations spatiales, mais il n'y a pas d'hétérogénéité particulière, en tout cas que je sache. Dans l'embryon précoce, dans l'épiblase de souris, on voit une hétérogénéité naturelle d'expression de MYC. Vous voyez, en rouge, vous voyez MYC, et vous voyez qu'il y a une expression différentielle de MYC, qui n'est pas du tout uniforme, semble être stochastique. Et vous voyez aussi le marquage de la caspase 3 activée en vert, qui indique les phénomènes de mort cellulaire. Et ici, vous avez à droite la quantification de l'intensité de MYC dans deux populations différentes, les cellules qui sont apoptotiques en rouge et les cellules non apoptotiques. Et vous voyez qu'il y a clairement une différence de distribution. Les cellules qui sont apoptotiques ont moins de MYC que les cellules contrôle. Donc c'est une corrélation qui, avec l'expérience précédente, semble indiquer qu'à l'hétérogénéité naturelle d'expression de MYC induirait un phénomène de compétition cellulaire qui verrait la survie différentielle des cellules qui ont plus de MYC au détriment de cellules qui en auraient moins et qui auraient une plus grande probabilité de mourir par apoptose. C'est ce que cette distribution semble indiquer. Alors, a priori, comme je le disais, bloquer l'apoptose n'affecte pas le pattern de l'embryon et ni sa taille, apparemment. Ce qui suggère, alors c'est un phénomène qui quand même est très intéressant, qu'il y aurait peut-être un phénomène de contrôle de qualité des cellules. C'est une hypothèse, hein, dans l'embryon précoce. Pourquoi dans l'épiblase, il y aurait ce phénomène de compétition cellulaire si apparemment ça ne régule pas la taille? On verra que ça peut peut-être réguler la taille tout à l'heure. Peut-être pour justement permettre une sélection de bonnes cellules. On en est quand même dans les organismes qui vivent très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'une drosophile. Donc peut-être que d'avoir un phénomène de sélection darwinienne sur la base des cellules les plus fites, reposant sur l'expression de MYC, pourrait être ce qui sous-tend en fait ces expériences ou ces observations. C'est une hypothèse intéressante à poursuivre. Alors, donc, conclusion, la compétition cellulaire existe bien chez les vertébrés. Inutile de dire que ça n'a pas du tout été assez exploré, et que je pense que c'est vraiment un sujet qui devrait l'être beaucoup plus, parce que c'est quand même un phénomène extrêmement intéressant du point de vue de certainement de la croissance, mais également dans des conditions homéostatiques où on compare, non pas on n'est plus dans la croissance, mais on est dans le maintien dans un état adulte d'un organe d'une taille donnée. Prenez l'intestin, en 5 jours, toutes les cellules quasiment sont recyclées. Donc là, finalement, on est dans les conditions dans lesquelles on doit, continuellement régénérer, repeupler, et la taille de l'organe est normale. Donc là, si vous voulez, avoir des cellules de bonne qualité peut être importante. Et donc ce phénomène de compétition cellulaire peut être important dans un contexte de maintien homéostatique de la taille d'un tissu. De même qu'il peut être important dans les contextes de tumeurs dans lesquels des hétérogénéités génétiques dans un organisme pourraient en fait induire ou accélérer des survies différentielles de cellules par rapport à d'autres. Voilà. Alors, à propos de la taille de l'embryon de souris, même si les expériences que j'ai montrées précédemment, les auteurs indiquent qu'ils ne voient pas de différence de taille, il y a quand même des études plus anciennes, extrêmement intéressantes et que je voulais vous préciser pour finir. Donc là, en 1979, de Patrick Tam, qui avait montré qu'en fait, il y a des phénomènes de compensation, de correction dans l'epiblase de souris pour assurer une taille normale de l'embryon. Donc, cette première étude montre que quand on utilise de la mitomycine C, qui est en fait un facteur qui va tuer des cellules, on a effectivement des embryons qui sont plus petits à un certain stade de développement, mais si l'on regarde l'index mitotique, par rapport au contrôle, il y a un accroissement majeur de la division cellulaire dans ces embryons et une compensation en fait ultime de la taille de l'embryon. Vous voyez ici, the mouse embryo can be reduced to around 10% of its normal size at a time
when it is about to begin organogenesis, but is nearly normal again before the phase of development is complete. D'accord ? Donc, ça montre quand même, je pense que c'est important de voir ce papier très ancien dans le regard de ce qu'on a vu sur la compétition cellulaire. Il y a des phénomènes de compétition dans les publastes de souris, et voilà une première étude qui le révèle. Et puis voici une deuxième étude qui le confirme en 1982, de Janet Rossan, qui utilise maintenant une autre technique qui est de fusionner des embryons en stade 8 cellules et qui voit ce qui se passe. Donc là, on a les embryons plus gros pour commencer, parce qu'ils ont plus de cellules. Et si l'on compare les embryons doubles par rapport aux embryons contrôle, on voit qu'après un certain nombre d'heures et de jours, il y a en fait un allongement du cycle cellulaire dans les embryons doubles, qui fait que le nombre de cellules à la fin de l'expérience est à peu près équivalent au nombre de cellules dans un embryon contrôle. Donc là, on a un autre phénomène de compensation cellulaire révélé par ce processus qui passe par un ajustement de la durée du cycle cellulaire. Les données sur le cycle cellulaire sont montrées là. Vous voyez le contrôle et l'embryon double dans l'ectoderme, l'endoderme, j'arrive pas à lire, l'endoderme, l'ectoderme, et vous voyez que la durée du cycle cellulaire est plus longue dans l'embryon double, systématiquement, à des degrés qui varient suivant les stades et le tissu. Donc il y a cette tendance systématique à l'accroissement de la durée du cycle cellulaire. Donc ces deux articles montrent de façon éloquente, et ça fait un certain temps, qu'il y a le phénomène de compensation cellulaire dans les publastes de souris nécessaire, associé en fait à la régulation de sa taille. Et donc si on met ça en regard de ce qu'on a vu sur la compétition cellulaire, à mon avis, ça serait intéressant d'étudier de façon plus avancée les choses pour voir si la compétition cellulaire a oui ou non un impact sur la croissance de l'organisme. Donc, MYC chez la drosophile, MYC chez la souris, MYC partout. MYC est un facteur de compétition cellulaire dans lesquels, et je pense que c'est la notion qu'il faut retenir, les cellules sentent leur environnement. Donc autant on a vu que l'organe est l'unité de contrôle de la croissance, autant on peut perturber beaucoup la croissance cellulaire et la division cellulaire. Il y a un mécanisme de comparaison de cellules à leur environnement qui se révèle dans le phénomène de compétition cellulaire et qui, quand il est perturbé, induit des variations dans la taille relative des clones dans un tissu, et qui, quand on modifie également la mort cellulaire, peut induire des modifications de la variance de la taille de l'organe. Alors, extrêmément rapidement, je voudrais mentionner ce que l'on sait sur les mécanismes de compétition cellulaire. C'est un sujet qui est étudié principalement chez les drosophilistes, malheureusement. Il faudrait d'autres organismes pour les étudier, ce qui permettrait aussi peut-être de voir d'avoir un éclairage différent. C'est très important d'avoir des éclairages de différents organismes. En tout cas, parmi les mécanismes qui ont été proposés et en partie testés, il y a celui d'une compétition pour un nombre limitant de facteurs de survie cellulaire qui pourrait induire des cellules à mourir si elles n'ont pas assez de facteurs trophiques. Deuxièmement, un phénomène de communication locale par des facteurs de surface où les cellules comparent leur fitness qui a été proposé également. La production de facteurs diffusifs, d'accord. Ici, ce sont les récepteurs TOL, connus dans le système immunitaire, et Spätzle le ligand, qui induisent des facteurs de mort dans certains contextes. Je ne rentre pas dans les détails, simplement pour indiquer au moins la logique des facteurs qui peuvent diffuser, et des cellules Wiener qui en fait produisent des facteurs qui vont potentialiser cette signalisation, qui est dans ce papier récent publié donc il y a l'an dernier. Et puis enfin, et on y reviendra un peu plus, les mécanismes de compétition, la mécanique joue un rôle visiblement important dans le mécanisme de compétition cellulaire. Il y aura un cours entier sur la mécanique de la croissance dans 2 cours, donc nous aurons l'occasion en partie d'y revenir. Et je voudrais souligner rapidement, pas simplement un mécanisme de compression qui joue un rôle important, mais également des phénomènes plus locaux de régulation de la tension de surface, la tension corticale des cellules différentielles, qui induit en fait des modifications des configurations topologiques des cellules, notamment des cellules en fait qui vont qui vont s'isoler par intercalation cellulaire et qui vont induire autour d'eux des modifications d'environnement qui peuvent induire la mort cellulaire. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir, et ça c'est induit par MYC. Cours numéro 5. Voilà, j'arrive à la diapositive de conclusion. On a vu que chez les plantes et chez les animaux, ce qui contrôle la mort, ce qui contrôle
la taille de l'organe, ce n'est pas un comptage de cellules, ce n'est pas la taille des cellules. On peut modifier de façon dramatique le pattern de division cellulaire, de croissance. Les mécanismes de compensation multiples opèrent, qui révèlent que c'est l'organe qui régule sa propre taille par des mécanismes qu'il conviendra de révéler. Voilà, donc la croissance cellulaire est contrôlée de façon intrinsèque par des voies d'anabolisme universelles. Le pattern de division cellulaire ne régule pas la taille de l'organisme. Les perturbations de la croissance cellulaire via la ploïdie, des facteurs d'endoréplication, minutes et autres, n'affectent pas la taille du tissu, révélant les mécanismes de compensation et de contrôle local de la régulation de la croissance. Et ces mécanismes de compensation, en fait, sont propres à chaque organe et à chaque espèce. Et cette compensation donc, révèle un mécanisme de mesure et de détection de la croissance cellulaire et qui détermine la taille de l'organe. Voilà, donc la prochaine fois, nous verrons quels sont ces mécanismes de mesure de la taille. Et nous verrons maintenant, par des études qui conjugueront approche expérimentale et approche théorique, le lien qu'il y a entre croissance et tout ce qui signalise et patterne l'embryon, parce qu'on ne peut pas dissocier la croissance et la forme. Et le cours suivant, ce qui concerne le lien entre mécanique et le contrôle interne de la croissance. Je vous remercie.